Certains d'entre vous me connaissent déjà. Il y a peu, j'étais directrice du centre de transfusion sanguine et j'ai servi pendant 40 ans au niveau du service de santé des armées. Cette année, j'ai rejoint la mutuelle pour rester mobilisée auprès de la communauté de défense. Cet engagement m'anime, il nous anime tous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, mutualistes, associatifs pour bon nombre d'entre nous, mais aussi acteurs institutionnels, personnels soignants et tous ceux dont les actions sont portées au quotidien par cet engagement envers la nation. Je parle bien entendu des forces armées. Avant d'évoquer la situation particulière de ces métiers d'engagement, je tenais à revenir un court instant sur la situation de crise liée au Covid. En mars 2020, du jour au lendemain, l'état d'urgence est déclaré. Le président de la République parle même de guerre. La crainte d'être contaminé ou malade de la Covid-19, l'isolement et le télétravail s'installent dans nos foyers. Nos conditions de vie sont totalement bouleversées. Résultat, la santé mentale des Français décline et on parle d'état d'anxiété, de dépression et de nombreux troubles sont constatés. Comme vous le savez, des dispositifs d'accompagnement sont alors mis en place, numéros d'urgence, lignes dédiées aux soignants, etc. Les mutuelles l'ont observé et le mouvement mutualiste consacre d'ailleurs son dernier observatoire, Place de la Santé, publié la semaine dernière, à la santé mentale. Il y a quelques semaines, UNEO et l'ensemble du mouvement mutualiste décidaient de s'engager à rembourser les consultations chez un psychologue dès le premier euro. En fait, 4 consultations par an sont remboursées à hauteur de 60 € chacune. Je tenais à vous faire ce focus sur cette crise sanitaire puisqu'elle a parfois contribué à renforcer des pathologies de souffrance liées au travail bien connues, épuisement professionnel dû à une surcharge de travail ou burn-out, dépression liée à un ennui profond par une sous-charge de travail, ce qu'on appelle le bore-out, ou douleur et malaise ressentis suite à la perte des objectifs de travail et à l'incompréhension complète de son rôle dans la structure de l'entreprise, ce que les Anglais appellent aussi le burn-out. Appartenir au métier de l'engagement ou de vocation que je citais précédemment est incontestablement très valorisant par le sens que cela apporte au quotidien. On pourrait penser que c'est un rempart face à ces problématiques de souffrance au travail. On se rappelle l'an dernier des Français qui applaudissaient chaque soir les soignants, qui saluaient les héros du quotidien. On se rappelle aussi les policiers et les gendarmes acclamés par la foule après les attentats contre Charlie Hebdo le 11 novembre 2015. Pour autant, même dans ces différents métiers, le doute, le mal-être peuvent s'immiscer. Parce que les conditions d'exercice peuvent être précaires d'un point de vue matériel ou d'un point de vue RH, ressources humaines, tout simplement. La reconnaissance peut être insuffisante. Mais aussi parce qu'il peut y avoir un sentiment d'écart entre la façon dont on envisage son métier et la réalité de ce que l'on fait, aboutissant à une perte de sens. C'est aujourd'hui cette notion de sens de l'engagement. Oh, je suis désolée, j'ai une grosse grue qui passe devant la fenêtre, donc ça fera peut-être un petit peu de bruit. Excusez-moi. Donc c'est aujourd'hui la notion de sens de l'engagement que nous allons aborder dans ce webinaire. Les mutations socio-économiques et bien sûr la crise sanitaire ont des répercussions sur notre organisation de travail, générant l'apparition d'affections psychologiques. En résumé, à tous les niveaux, nous pouvons être confrontés à une perte de sens, laquelle peut fragiliser notre engagement. Nos organisations doivent relever de nouveaux défis, qu'il s'agisse du ministère des Armées pour recruter et fidéliser les militaires, mais aussi des associations et des mutuelles pour adhérer de nouveaux bénévoles ou mobiliser des collaborateurs. Remettre du sens apparaît comme une priorité dans la période actuelle. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir 2 intervenants issus de la communauté de défense, le colonel Nicolas Fouillou et le colonel Philippe Baillet, qui parleront des enjeux en matière de recrutement et de fidélisation, respectivement pour l'armée de terre et la BSPP. Dans un deuxième point,
Anna Ederi nous conseillera quelques méthodes et dispositifs à mettre en œuvre dans nos organisations pour mobiliser ou remobiliser les collaborateurs. Je vous remercie tous les trois d'avoir répondu présent à ce débat. Alors tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu présent à notre appel. Je vais un petit peu en profiter pour les présenter, puisque je ne sais pas si vous les connaissez tous. Quelques mots sur le colonel Nicolas Fouilloux. Vous êtes engagé au sein de l'armée de terre depuis près de 30 ans. Vous avez été notamment, pour ne citer que vos dernières affectations, affecté au cours de votre carrière au Centre de planification et de conduite des opérations à l'état-major des armées, puis à la communication défense, à la délégation de l'information et de la communication défense. Et depuis 2 ans, vous êtes aujourd'hui le responsable marketing de recrutement de l'armée de terre à la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Voilà. Exactement. Voilà, parfait. Colonel Baillet, vous êtes particulièrement attaché au premier groupement d'incendie et de sécurité et de secours de la BSPP. D'ailleurs, vous avez commandé ces 800 hommes que compte ce groupement jusqu'à la semaine dernière, il me semble. Et demain, vous regagnez Ballard comme officier traitant au commandement de la cyberdéfense. Je pense que... Voilà. Au cœur de l'action, tous les deux, vous êtes les mieux placés pour nous parler de l'enjeu des armées en matière de recrutement et de fidélisation de ces hommes. Il faut savoir que le ministère des Armées est le 4e plus gros recruteur en France. Donc l'armée de terre, comme on l'a vu dans le quiz, doit recruter cette année près de 16 000 soldats par an d'ici à 2023, chaque année. Et pour ce faire, elle s'appuie sur une toute nouvelle campagne de recrutement lancée en fin d'année dernière. Et justement, colonel Fouilloux, je vous propose de nous indiquer quelles sont un peu les particularités de cette nouvelle campagne, en quoi elle se démarque des précédentes et quelle est la volonté de l'armée de terre. Eh bien, Laurie, effectivement, une nouvelle campagne qui est radicalement différente de ce qui se faisait avant, qui est un petit peu disruptif pour employer un terme à la mode, avec des spots vidéo très courts que la majorité d'entre vous, je pense, ont vu à la télé, lorsqu'on est en vague de communication, comme on dit. Une multiplication de visuels, contrairement à ce qu'on se faisait avant, pour montrer un petit peu toute la richesse des métiers de l'armée de terre. Et surtout, on a un côté immersif. On n'est plus dans l'esthétisme, les clips un petit peu qui font rêver, etc. On est vraiment dans la réalité. Les spots vidéo ou les affiches que vous voyez dans les rues de France, en fait, ce sont des captations d'images qu'on va chercher dans les régiments avec des vrais soldats, donc ce n'est pas des acteurs. On les filme dans leur quotidien, que ce soit en métropole ou en opération extérieure. Et donc, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, on voulait vraiment montrer la réalité de la vie de soldat et surtout la diversité des métiers. Parce que, bon, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'armée de terre. Hein, les gens voient surtout, effectivement, une image un peu d'Épinal du combattant d'infanterie qu'on voit dans les films. Mais en fait, la réalité est tout autre, puisqu'on a 16 grands domaines de spécialité et plus d'une centaine de métiers. Alors effectivement, comme vous l'indiquiez, le contenu est beaucoup plus personnalisé et réaliste. Et il me semble que vous étiez parti du constat aussi, parce que votre site internet s'engager.fr s'est refait une beauté. Hein. On voit qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, il me semble que vous étiez parti du constat que sur les 165 000 jeunes qui prennent contact sur le site s'engager.fr, seulement 38 000 en fait se rendent sur un site CIRFA. Donc finalement, c'est tout un autre type d'accompagnement qui est mis en place. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur s'engager.fr? Qu'est-ce que vous avez refait sur le site? Et effectivement, avant, on avait, on va dire, l'indicateur de performance de notre campagne était assez, j'allais dire, pas très précis, puisque on demandait aux gens qui étaient touchés par nos campagnes de prendre contact avec nous, avec des éléments assez sommaires, qui pouvaient être un numéro de téléphone ou un email. Et à partir de ça, ils étaient recontactés par nos centres d'information de recrutement. Aujourd'hui, ça a radicalement changé, puisque on propose une prise de rendez-vous en ligne, sur le même modèle que Doctolib que tout le monde connaît. Donc c'est beaucoup plus engageant. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui,
il faut qu'ils aient fait une démarche réfléchie avant de cliquer sur le bouton « Je prends rendez-vous ». Donc, on a amélioré la qualité, on va dire, de ces premiers contacts, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on a un taux de non-présentation en CIRFA de 10 à 15%. Et donc, ça veut dire que la majorité des gens qui cliquent sur « Je prends rendez-vous », eh ben, ils s'y rendent vraiment. Et on sait par expérience qu'une fois que le jeune, la jeune fille ou le jeune garçon, il a poussé la porte d'un CIRFA, globalement, le boulot, il est fait. Parce que nos conseillers en recrutement, ils sont très performants, ils savent, j'allais dire, l'idée, c'est pas de les convaincre à tout prix, mais comme la personne a fait une démarche volontaire de venir chez nous, c'est qu'en théorie, elle a déjà réfléchi un petit peu à ce qu'elle voulait faire. Voilà, donc ça, c'est très performant, pourvu que ça dure, mais aujourd'hui, ça donne satisfaction. Et quel type de profil vous recherchez en particulier? Comme je l'ai dit, en fait, comme on a une grosse variété de métiers, on recherche tous les profils, puisqu'on recrute de 17 ans et demi à 32 ans pour la catégorie officier, de 100 diplômes, c'est assez rare, jusqu'à Bac+5 et au-delà, et des spécialités, on va dire, classiques. On recrute que des soldats à la base. Tous les militaires qui vont entrer dans l'armée de terre seront soldats, et ensuite, ils auront une spécialité. Et dans les spécialités, on a toutes les spécialités techniques, ou d'ailleurs très technologique, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'armée de terre est aujourd'hui une armée technologique. Donc on a besoin de domaines aussi pointus que justement dans le domaine de la cyberdéfense que va découvrir Philippe très prochainement, dans le domaine de la maintenance. La maintenance, c'est très très vaste, il y a beaucoup de sous-spécialités très pointues dans la maintenance radar, maintenance aéronautique, etc. Et le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est de recruter dans le monde des télécoms. On appelle ça télécom parce que ça parle plus aux jeunes que les systèmes d'information et de communication. Voilà. Mais ça, c'est des domaines dans lesquels on a des gros besoins de recrutement. Parfait. Colonel Baillet, du coup, je vous propose de prendre la parole et de nous indiquer comment ça se passe au niveau de la BSPP, donc de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en termes de recrutement, comment vous recrutez, quel type de profil vous recherchez. Les campagnes de recrutement, il n'y en a pas des particulières et des spécifiques sur la BSPP. J'imagine que l'engouement autour de la profession du coup, est bien présente. Donc, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, pas de problème, je suis là pour ça. D'abord, je vais dire merci à Laurie de nous avoir proposé de participer, puis merci à vous tous de nous écouter. Et puis, surtout, merci à Nicolas, parce qu'il nous envoie, en tout cas dans mon unité, il nous envoyait quasiment 30 jeunes tous les mois qui venaient compléter les départs. Et donc, sans le dispositif de recrutement de l'armée de terre, la BSPP ne pourrait pas fonctionner. Donc, plus le dispositif de recrutement de l'armée de terre est performant, ajusté, productif, et tous les qualificatifs que vous pouvez imaginer, plus moi, en tant que chef de corps, j'avais une certaine sérénité. Une certaine sérénité. Et quand on exerce un commandement, la sérénité, c'est une quantité qui est intéressante à observer et à préserver. Pour répondre d'abord, avant de répondre à ta question, Laurie, le premier groupement que j'ai commandé, effectivement, jusqu'à la semaine dernière, c'était 1800 soldats répartis sur le tiers nord de Paris et la Seine-Saint-Denis. Et en fait, c'est un des régiments de la BSPP. Et la BSPP, c'est 8000 hommes. C'est la plus grosse brigade de l'armée de terre. Et donc, on est totalement inséré dans le dispositif RH de l'armée de terre, donc du recrutement jusqu'à la reconversion. Dans ta question, Laurie, en fait, c'est certainement que notre profil de recrutement est assez différent et singulier du reste de l'armée de terre, puisque les jeunes qui s'engagent chez nous s'engagent vraiment pour rejoindre la BSPP. C'est assez rare qu'ils hésitent entre la BSPP et un régiment, on va dire, plus classique, ce qui d'ailleurs pose une difficulté si on n'arrive pas à les fidéliser. C'est difficile pour l'armée de terre ensuite de les récupérer pour les renvoyer dans un autre régiment. Donc, quelque part, c'est un engagement de notre part à essayer d'optimiser la ressource que nous envoie l'armée de terre. Oui, c'est une unité qui est très attractive. Tous les petits garçons, et maintenant dans un monde moderne et plus mixte, toutes les petites filles peut-être,
rêvent d'être pompiers. Et si cette passion, cette vocation devient un peu réelle, forcément, à un moment donné, les regards se tournent vers la BSPP. Le profil type du jeune qui s'engage chez nous, c'est un jeune garçon ou jeune fille qui a à peu près 20 ans, qui a des diplômes, légèrement plus que dans le reste de l'armée de terre, qui est provincial et qui a surtout un parcours de jeune sapeur-pompier volontaire et qui voit la BSPP comme un petit peu le Graal à atteindre dans pour cette vocation-là. Parce que, effectivement, la BSPP, c'est quand même d'abord, c'est une sacrée réputation. Ça fait très beau sur des lignes d'un curriculum vitae et c'est surtout un accélérateur d'expérience. Et que ce soit la communication officielle sur les réseaux sociaux notamment, ou alors la communication un peu plus informelle sur des blogs ou les réseaux sociaux, mais entre jeunes de la communauté, on va dire, qui s'intéresse aux sapeurs-pompiers, oui, effectivement, la BSPP trust les premières places et est très attractive. Et du coup, on touche du doigt là un premier problème, c'est que il ne faut pas décevoir. C'est-à-dire que c'est sûr que le jeune engagé de l'armée de terre qui vient à la BSPP pensant faire tous les week-ends de garde le feu de Notre-Dame, hein, la réalité va rapidement le rattraper. Et lorsqu'on lui demandera de faire la cuisine pour l'ensemble de la garde ou passer le balai dans les couloirs de la caserne, le delta entre l'image projetée qu'il avait de son engagement et l'image perçue qu'il en a est assez fulgurante. Et donc ça peut décevoir et très décevoir. Parce que vous le savez comme moi, lorsqu'on est très impliqué, très motivé, lorsque c'est une vocation qui est dynamique, parfois même un peu violente, hein. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'ai dû être très pénible avec mes parents. Donc, je le suis encore, je vous rassure, avec cette vocation de sapeur-pompier. Je parlais que de ça. Cet investissement, cet hyper-investissement, est à la hauteur de l'hyper-déception si on n'est pas au rendez-vous. Et donc, on avait en tout cas détecté des gros problèmes de fidélisation pour certains profils. Voilà, parce qu'il y avait un delta qui était trop important. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne veux pas être trop long. Oui, oui, non, mais tout à fait. Justement, on va parler des dispositifs en termes de fidélisation qui sont mis en place de votre côté, que ce soit du côté de l'armée de terre ou du côté de la BSPP. Mais je voudrais insister un petit peu aussi, colonel Baillier, sur des propos que vous avez tenus quand vous avez pris le commandement du premier groupement. Vous parliez d'un renouvellement sans précédent des effectifs au sein de la BSPP, mais également d'une problématique de suractivité des missions d'urgence qui peuvent user les pompiers. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, peut-être certains dispositifs justement sont mis en place pour éviter, comme vous le disiez, d'user les pompiers et faire en sorte qu'ils fassent carrière aussi au sein de la BSPP. Bien. Oui. Non, merci, je ne l'avais pas vu arriver celle-là. Mais en fait, c'est à la fois très vrai et très faux. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'ai écrit dans mon plan d'action en prenant mon unité, avec notamment une étude de l'Institut de recherche biomédicale des armées qui démontrait que le premier groupement était l'unité des armées françaises qui était la plus fatiguée de manière chronique, c'est-à-dire à peu près autant fatiguée qu'une unité de force spéciale en opération, mais à la différence près que nous, c'est toute l'année. C'est-à-dire que c'est chronique, alors que les forces spéciales, c'est plutôt au moment de l'opération, et avant et après, ils peuvent se reposer. Et donc, vous savez tous que le manque de sommeil, la fatigue, a des conséquences de court terme, de moyen terme et de long terme. Je m'adresse à un public averti, voire même professionnel ou expert en la matière. Et donc, en prenant mon unité, il me semblait qu'une de mes responsabilités en tant que chef, c'était d'assurer. Alors, je déteste les trucs, les trigrammes, là, les QVT et compagnie, parce que je trouve que, enfin, les acronymes plutôt, parce que je trouve ça un peu barbare, et donc moi, je ne marche pas trop dans cette combine-là. Mais pour le dire vite, oui, j'étais responsable de la qualité de vie au travail de mes soldats, de la santé au travail de mes soldats.
Donc, on a eu des mesures assez fortes sur la prise en compte de ce problème-là, avec une approche globale qu'on a appelée maîtrise de l'usure du potentiel humain. Et avec des exemples très simples pour illustrer mon propos, mais typiquement, on a essayé de réduire les nuisances sonores dans les casernes pour que la première nuit que passe un jeune lorsqu'il arrive, parce qu'il doit prendre sa garde tôt le matin et qu'il arrive la veille, que sa première nuit ne soit pas trop découpée par les alertes des autres camarades qui, eux, sont déjà en service. Et donc, on a mis en place, à la place des grandes sonneries de feu là, qui réveillent tout le monde, on a mis en place des petits pagers qui réveillent que l'équipage concerné. Et puis, on a généralisé aussi un truc que tout le monde connaît. On l'a théorisé, on appelait ça la POP, la pause opérationnelle physiologique. Vous voyez, même moi, j'utilise des trigrammes ou des acronymes. Et la pause opérationnelle physiologique, en fait, c'est la sieste. Voilà. On a même eu des dispositifs de sieste optimisés grâce à des études de l'IRBA encore, pour que les phases de récupération soient le plus optimisées, le plus rentable possible. Voilà, je vous cite juste ces deux mesures, mais en fait, ça a été une approche globale sur toutes les casernes avec des approches très locales en impliquant les chefs et en faisant vérifier ces mesures-là par l'équivalent du CHSCT, donc de la CCHPA, encore des acronymes. Ça, c'était pour répondre à la question sur l'usure. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'usure, moi, je l'ai trouvée aussi dans les esprits. Et je trouve que c'est assez souvent incarné dans une perte de sens. Vous en parliez, Général, dans votre introduction, et Laurie également, et Nicolas aussi. C'est un terme qui est assez à la mode et qui est parfois galvaudé, le sens. Et le jeune engagé qui vient chez nous, il vient pour avoir une expérience opérationnelle, il vient pour barouder, il vient pour accumuler des interventions. Mais il ne faut pas que cette avalanche de vécu opérationnel ne se traduise pas en expérience. Il ne faut pas que ça soit une overdose non plus, parce qu'assez rapidement, on voit des comportements déviants. Et je vous fais confiance pour ne pas exposer ça sur la place publique, mais il y a certains de mes équipages qui ont parfois des attitudes qui sont inadaptées, on va dire. Et typiquement, lorsque quelqu'un est assez violent avec eux, c'était le cas, une des dernières affaires que j'ai traitées avant de quitter mon commandement, une victime qui devient un peu violente, au lieu d'être dans un cadre, on va dire, de légitime défense et de protection de l'équipage, le chef d'agré a utilisé des techniques d'immobilisation qu'il a dû voir dans les clips de recrutement de l'armée de terre, ce qui en soi est une réaction qui peut s'expliquer lorsqu'elle se passe dans le sas des urgences, devant des témoins, notamment des personnels soignants, ça interroge tout le monde. Voilà. Et donc moi, je considère qu'il y a un petit effet, alors que j'ai théorisé à ma façon, un effet lessiveuse en fait. C'est-à-dire que lorsque le gamin est mis dans ce système BSPP où il manque un peu de sommeil, il fait une vingtaine d'interventions par jour, ce qui équivaut à un temps d'intervention et un temps de sommeil, un temps d'intervention très augmenté, un temps de sommeil très réduit. Au bout d'un moment, il perd le nord, il perd le repère, il est désorienté et il ne se souvient plus des fondamentaux de sa vocation. Il n'est plus en phase avec l'éthique du sapeur-pompier. Il devient comme un robot et il fait appel à ses mauvais instincts pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Donc en fait, c'est vraiment une approche globale. Alors, bien sûr, comme j'ai commandé, que je viens de partir, je pense que mon bilan est formidable et que j'ai résolu tout ce problème-là. En fait, il n'en est rien. Je pense que c'est surtout un travail de long terme, qu'il faut maintenant inscrire ça un peu dans notre doctrine, qu'il faut consolider les dispositifs, qu'il faut surveiller ça sur le long terme, etc. etc. Mais en tout cas, pour faire le lien avec ce que vous êtes, UNEO, moi, je vois un gros sujet sur la prévention et effectivement, le fait que vous précisiez que les séances chez un psychologue soient remboursées à hauteur de 4, 6, 4 séances. 60 euros. 4 séances, voilà, merci. Je trouve ça super positif. Et je trouve que les soldats les plus courageux chez moi ne sont pas du tout ceux qui vont monter à l'assaut des flammes, escalader la face nord de Notre-Dame, etc. Ceux qui sont le plus courageux, c'est ceux qui rentrent dans mon bureau, ceux qui rentraient dans mon bureau en disant, voilà, j'ai un problème, je fais n'importe quoi sur intervention, je mets des tartes aux victimes, y compris dans le sens des urgences, il faut que j'aille voir un psychologue. Et ça, c'est un véritable courage, puisque dans
institution comme la nôtre, qui est quand même assez testostéronée, qui a facilement tendance à promouvoir le culte de la perfection, arriver à dire à son chef et à ses camarades, j'ai un problème, je suis faible et je voudrais m'en occuper. Voilà, je vous laisse imaginer le challenge que c'est. Et effectivement, la mutuelle du Néo est investie sur ces sujets, notamment sur le sommeil. Plus particulièrement, les équipes de la prévention travaillent en étroite collaboration avec l'IRBA, vous l'avez cité. Et on fait aussi on est présent aussi au sein des HIA pour proposer des séances de sieste optimisées, proposer aussi au personnel soignant qui ont été quand même rudement mis à contribution lors de cette crise sanitaire. Donc voilà, on propose des choses. Aujourd'hui, effectivement, il y a des avancées en termes de prise en charge psychologique et donc on essaye de s'inscrire dans ce mouvement pour accompagner nos forces. Voilà. Oui, alors, Colonel Fouillou, moi, je voudrais revenir aussi un petit peu sur tout ce qui est campagne de recrutement. Je voudrais voir avec vous justement si il y a eu un effet Covid, si vous constatez justement qu'il y a eu une croissance comme ça voilà, de l'intérêt un petit peu soudain de certaines personnes pour l'armée de terre et également pour la BSPP aussi. Oui, alors c'est difficile parce qu'on a lancé une nouvelle campagne, comme tu le disais, en septembre. Donc, du coup, on s'est dit, notre campagne, elle est géniale, elle est meilleure que celle d'avant. Donc, c'est pour ça qu'on a des super résultats. Et en parallèle, comme c'était une année Covid avec des confinements, des pas confinements, etc., on est incapable de comparer avec ce qui s'est fait les années précédentes. Voilà. Alors, l'effet Covid, il est possible que des jeunes soient tournés vers l'armée de terre parce que d'autres employeurs ne recrutaient pas. C'est possible. On va le vérifier si on sort définitivement de la crise, notamment à la rentrée en septembre, ça va être un bon témoin. D'ici là, on aura peut-être la 4e vague du variant Delta qui nous fera mentir, mais on ne sait pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a effectivement des très bons résultats sur notre campagne, sur ce principe de réalisme de ce qu'on montre, et qui vise aussi justement à casser ce qu'on appelle dans le recrutement le choc de militarité. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils s'engagent chez nous, même si on a passé entre 3 et 6 mois à leur expliquer ce qu'ils allaient faire, et ben souvent, la première fois qu'ils rentrent dans une caserne, comme disait Philippe, et qu'ils sont réveillés, ils ont passé une mauvaise nuit, le week-end d'après, ils veulent retourner chez papa-maman ou chez la copine. Donc ça, en fait, notre campagne, dans tout ce qu'on montre, dans la réalité de la vie de soldat, on essaye de démystifier, de montrer le plus possible de scènes qu'ils vont être amenés à vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des très bons résultats qui commence un petit peu à s'éroder, ce qui nous fait dire qu'il y a peut-être eu un effet Covid. Mais maintenant, voilà, le calendrier au niveau national avec justement cette sortie de confinement, il y a aussi un désintérêt possible et temporaire parce que les gens, entre guillemets, ils respirent et donc ils veulent faire autre chose que de forcément se plonger dans l'emploi. On va voir. C'est compliqué de répondre à cette question. Et pour la petite anecdote, parce qu'on ne le sait pas tous, et je ne le savais d'ailleurs pas à titre personnel, ce sont des vrais militaires qui sont dans les campagnes de recrutement. Oui, Laurie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, nous, nos soldats, quand je prévois des séquences de tournage avec notre agence, on sélectionne des régiments qui veulent bien nous accueillir. Et ensuite, on regarde, on prend la matière qu'on a. Voilà. Donc, on fait forcément des mini-castings, puisqu'il faut, comme c'est de la publicité au niveau national, il faut que chaque personne qui passe à l'écran soit d'accord pour qu'on utilise son droit à l'image. Voilà. C'est pour ça que d'autres opérateurs, peut-être l'UNEO ou des assurances, sont obligés de prendre des figurants parce que les gens ils peuvent très bien s'opposer à ce qu'on utilise leur image. Donc, même nous, si on fait de la publicité pour l'armée de terre, chaque soldat, homme et femme, doit dire j'autorise que mon image soit utilisée dans une campagne publicitaire nationale. Et donc, ça peut arriver voilà, à changer un petit peu de portage sur les gens qu'on avait ciblés au départ, mais ça, c'est pas gênant. Globalement, je pense que vous voyez tous la grande diversité des soldats qu'on montre à l'écran, que ce soit hommes, femmes et de toute origine. On a aussi beaucoup d'ultramarins, ce qui est la réalité de l'armée de terre.
Et donc, je pense que c'est très bien. Alors, pardon, j'étais en train de couper un micro. Donc, les joies du direct. Voilà. Donc, alors maintenant, au-delà du recrutement, on a bien compris que c'était le point d'orgue un petit peu de l'armée de terre par rapport pour le recrutement de profils bien spécifiques. Mais j'imagine que vous mettez aussi en place des dispositifs pour accompagner vos hommes, les fidéliser, peut-être proposer également des formations pour susciter l'intérêt un petit peu et aussi voilà, pour qu'ils puissent s'engager sur du long terme, puisqu'on sait aussi que les contrats sont courts dans l'armée et que le turnover est important. Donc j'imagine que vous avez aussi cet objectif-là. Oui, alors on essaie de, entre guillemets, de réduire les contrats, enfin de moins proposer de contrats courts parce que c'est pas rentable pour nous. Hein. Un soldat, avant une année ou deux de service, il n'est pas vraiment opérationnel pour être envoyé sur un théâtre d'opération extérieure. Il y a des spé techniques dont la durée de formation va de 2 à 3 ans. Donc aujourd'hui, on essaye de proposer le plus possible des contrats qui vont entre 5 et 8 ans. Voilà. C'est pas facile parce que les jeunes aujourd'hui sont très zappeurs. Donc, comme disait Philippe, hein, même dans des métiers comme ça très exigeants, il y a un phénomène d'usure, y compris dans l'armée de terre sur des spé un petit peu classiques, qui fait que les soldats, au bout de 3-4 ans, quand ils ont enchaîné les OPEX et les sentinelles, enfin, les opérations sentinelles, qui fait qu'ils n'ont quasiment aucun temps de repos, parce que quand ils ne sont pas en opération, ils sont en phase d'entraînement, au bout d'un moment, ils disent, bon, c'est bon, stop, je m'en vais. Bon, à la rigueur, ça ne nous gêne pas plus que ça, parce que cette logique de flux permet de conserver cette relative jeunesse de l'armée de terre. Un âge moyen de 33 ans sur l'ensemble des plus de 120 000 militaires de l'armée de terre, c'est pas mal. On parle du soldat, mais jusqu'au général. Donc 33 ans, c'est quand même pas mal. Et nous, on veut des jeunes, on veut du sang neuf. Donc qu'il y en ait qui partent, ça ne nous dérange pas. En revanche, nous, effectivement, ce que l'armée de terre propose en tant qu'employeur, nous, on se positionne vraiment comme un employeur, c'est de proposer une formation. Donc les jeunes qui rentrent chez nous, ils sont formés, et pendant leur formation, ils sont payés. Donc ça, ce qui un peu nous différencie de pas mal d'employeurs civils. Et comme tu le disais, il y a quand même une perspective, ce qu'on appelle nous l'escalier social, qui est très vrai, c'est qu'un soldat, un simple soldat, au bout de 2 ans ou 3 ans, il peut être soit sous-officier, soit officier. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'entreprises civiles qui proposent un tel. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'ascenseur. Hein. Quand un militaire du rang passe officier au bout de 3 ans, il n'a pas pris l'escalier. Mais on parle d'escalier parce qu'il y a cette notion d'effort, de volonté. Parce que là aussi, on force personne. Il faut avoir envie de prendre des responsabilités supérieures. Et ça, c'est ce qu'on propose à nos jeunes. Et pour avoir un cap et effectivement un peu un objectif, on leur dit aussi que à l'issue de leur contrat, on va leur proposer une reconversion. Voilà, on va leur payer une reconversion pour ceux qui le souhaitent. Tous ne le prennent pas, mais effectivement, un soldat qui est tireur mortier dans le civil, il ne va pas trouver un métier équivalent. Donc il faut qu'on lui apprenne un nouveau métier s'il n'en avait pas avant. Et donc, on a le centre de formation militaire professionnelle à Fontenay-le-Comte qui propose des formations diverses et variées pour trouver des métiers qui ont des équivalences dans le civil. Donc ça, c'est très performant. Je pense que tous nos auditeurs connectés connaissent l'agence, l'ARD, qu'on appelle Défense Mobilité, qui fonctionne très bien et qui, globalement, pour les gens qui la saisissent, ont un taux de retour à l'emploi assez performant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fait un peu notre force. On a nos faiblesses qui sont les suggestions militaires, les contraintes, un niveau de rémunération qui est quand même moindre que des emplois équivalents dans le civil, quoique. Mais on a quand même cette offre et ce suivi RH individualisé. C'est-à-dire que j'en discutais avec des dirigeants civils il n'y a pas longtemps. Ce qui fait la force de l'armée de terre, c'est que dès qu'un soldat il rentre chez nous, il est suivi de manière individualisée. On va savoir, déjà, on sait quel âge il a, on sait s'il est marié, s'il a des enfants, s'il habite tout seul. On sait quel est son potentiel de progression. On va le suivre dans tous ses stages qualifiants. C'est encore plus vrai à la BSPP. Et on va lui dire, OK, maintenant que tu as fait ça, OK, tu t'arrêtes pas là. La prochaine étape, c'est
tel brevet, telle qualification. Donc on pousse aussi les gens à augmenter, on va dire, leur bagage professionnel et intellectuel. Et ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qui fait notre force et qui est reconnu dans toutes les entreprises qui engagent ensuite des anciens soldats de l'armée de terre. Oui, je vois bien que ça participe effectivement à la fidélisation des hommes et j'imagine également qu'on peut parler aussi du plan famille qui est mis en place aussi quelque part pour fidéliser les militaires. Je ne sais pas comment vous percevez un petit peu ce plan famille de votre côté. Bah, le plan famille, moi, je ne veux pas parler plus que ce que je connais ou que tout le monde connaît. C'est un certain nombre de mesures qui ont été mises en place depuis maintenant bientôt 3 ans, avec des avancées concrètes, notamment, on va dire, pour le bien-être au travail de nos soldats. Et des choses toutes bêtes, c'est qu'aujourd'hui, un jeune, si on lui dit qu'il va dans un régiment où il n'a pas le Wi-Fi, globalement, il ne vient pas. C'est tout bête. Donc le déploiement du Wi-Fi, on a beau être en 2021, on a quand même pas mal d'emprises qui n'étaient pas connectées au Wi-Fi. Alors c'est des choses toutes simples, hein, ou bien le fait de refaire les locaux, enfin, les lieux de vie, que ce soit les chambres ou les salles de convivialité. Ça, c'est des choses qui ont été mises en place, qui ont été accélérées par le plan famille et qui nous permettent effectivement de proposer, on va dire, des conditions décentes à nos soldats quand ils sont en métropole. En opération extérieure, on ne leur garantit pas forcément le confort. Ils ne viennent pas pour ça d'ailleurs. Mais en métropole, c'est quand même important parce que les jeunes, ils comparent l'armée de terre à d'autres employeurs et il faut qu'on puisse mettre dans la balance quand même quelques points positifs. Oui, le plan famille, c'est aussi prendre en compte aussi la sphère privée et la sphère personnelle du militaire, qui est Bien importante. Sûr. Oui, alors comme tu dis, effectivement, l'ouverture de places en crèche, aider les conjoints à accéder au travail, etc. Enfin, c'est des choses qui existaient déjà avant, mais on va dire qu'on a peut-être un peu professionnalisé. Bien sûr. Et du côté de la BSPP, comment ça se passe? Quel dispositif d'accompagnement vous mettez en place pour fidéliser vos hommes, pour les garder au sein de la BSPP? Je sais qu'il y a des stages, notamment les stages SIG-1 qui sont organisés. Est-ce que c'est généralisé? Comment ça se passe? Je vais répondre à ta question, Laurie, mais juste avant, pour enfoncer le clou là, sur ce qui vient d'être dit sur le plan famille, et ce qui est intéressant pour une mutuelle, à mon avis, c'est qu'il faut prendre, je pense que c'est encore plus vrai dans les armées par rapport au monde civil, l'agent, l'employé, dans son intégralité, effectivement, avec sa famille. Et donc, pour vous, j'imagine que c'est assez dimensionnant dans la prise en compte de tous les aspects liés à la mutuelle. Pourquoi? Parce que ce qui a été très intéressant pendant la période Covid, c'est de voir les réactions des gens. Alors moi, j'ai une unité très particulière sur le front du Covid, puisque c'est le service d'incendie de secours qui a été le plus sollicité lors de la première vague, avec des entités. Je vous ai dit que j'ai commandé 25 casernes, certaines de mes casernes lors du premier confinement, le premier pic, on va dire, on fait jusqu'à 80 interventions Covid dans la journée, avec un temps moyen d'intervention d'habitude pour une opération de secours à victime qui est de un peu moins d'1 heure et qui en cas de Covid était de 2 heures. Donc avec en plus une charge mentale assez conséquente sur les protocoles d'habillage, de déshabillage, de désinfection, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que lors du premier confinement, il y a eu deux types de réactions radicalement différentes chez les Français en général. C'est ceux qui sont un peu repliés sur soi, qui se sont repliés sur soi en disant ok, confinement, je rentre, je me mets sous la couette et je bouge plus, et je prends tout de suite mon abonnement à Netflix. Et ça, dans certains cas, c'était pour l'intégralité de la famille, avec tout le monde qui se mettait sous la couette. Et il y avait une autre catégorie qui, elle, était plus mobilisée, et puis pour prendre les propos de la générale en introduction, qui était un peu sur le front. Et ça a été le cas des sapeurs-pompiers. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, il y a eu un petit dilemme familial.
C'est-à-dire que tout le monde se met sous la couette, mais non, mais le pompier, lui, il ne peut pas se mettre sous la couette. Lui, il va retourner dans sa caserne et plus que d'habitude. Et quelque part, on ne savait pas à quoi on allait faire face, mais il était mis devant un risque supérieur, risque de contamination, risque de ramener la contamination chez lui, etc. Et donc, c'est là où on voit bien que en fait, l'aspect familial est très important. C'est-à-dire que si alors je vais faire hurler les dames, mais bon, mon unité est féminisée très légèrement. Même si j'ai essayé de faire beaucoup de choses là-dessus, mais là, pour le coup, je n'ai pas doublé mon chiffre. Donc, c'est majoritairement des garçons que je commandais. Il faut que je tourne la page, je vais y arriver à parler de ça au passé. Euh, Ces garçons que je commandais, pour certains, avaient des épouses qui avaient des jobs qui, à leurs yeux, étaient plus importants, plus rémunérateurs, qui faisaient plus bouillir la marmite, ou alors une absence de l'épouse était plus problématique. Et donc, en fait, il y a eu un petit sujet là-dessus, savoir Nicolas parlait des suggestions militaires, ben oui, c'est-à-dire en cas de prépondérance de la mission, il faut que l'arbitrage familial soit en faveur de la mission. Sinon, on n'a pas une armée disponible tout en tout lieu pour remplir la mission. Donc ça implique des dispositifs aujourd'hui pour compenser les situations militaires très importants. Et je pense que tout le cluster défense, pour utiliser un terme totalement inapproprié, c'est-à-dire la sphère institutionnelle et la sphère para-institutionnelle à laquelle vous appartenez, doit être mobilisé sur libérer le militaire pour la mission, avec des dispositifs consolidés, comme ça a été le cas dans le plan famille. Mais vous avez aussi, en tant que mutuelle, un vrai rôle à jouer là-dessus. Quelque part, presque pas un rôle de préparation opérationnelle, mais en tout cas un rôle de disponibilité opérationnelle, avec des dispositifs qui permettent de libérer le militaire pour qu'il soit libre pour la mission. Donc ça, c'était la réponse à la question que tu m'as pas posée, Laurie. Mais comme tu connais mon indiscipline légendaire, je fais ce que je veux. Pour la partie fidélisation, et dans le droit fil de ce que disait Nicolas sur l'engagement, moi j'étais assez, pas déçu parce que ce serait une approche un peu personnelle, j'étais assez inquiet de l'érosion des jeunes engagés. Et je considérais que lorsqu'il y avait des dispositifs aussi performants en termes de recrutement, très performants aussi en termes de formation initiale, je ne comprenais pas pourquoi, une fois qu'on m'avait livré, après 4 mois de formation initiale et un dispositif très professionnel de sélection des candidats, pourquoi ce gamin-là, il rentrait chez lui, il était déçu, on n'arrivait pas à le fidéliser. Et donc, pour l'immense majorité, ça se passe très bien. Dans une petite période difficile, comme disait Nicolas, le choc de la militarisation, voilà, qui est spécifique à la BSPP en plus. Mais la plupart trouvent leur place et très rapidement vont à l'avancement, sont très épanouis, etc. Mais il y en a quelques-uns qui nous quittaient. Et donc, moi, j'ai voulu être sûr que ceux qui nous quittaient pour de bonnes raisons. Et que j'ai un peu la conscience libre là-dessus. Tout à l'heure, je parlais de sérénité, je pense que c'est un terme assez important. Et donc, moi, je voulais être serein là-dessus. Je voulais être sûr qu'on ait tout fait pour les garder, pour les fidéliser et qu'on ne soit pas passé à côté d'une vocation. Alors, d'abord, il y a un premier point qui est assez, on va dire, matérialiste et intéressé. C'est que comme on recrute dans des viviers de recrutement très restreints, le centre de secours de pompiers volontaires de Bouzy-le-Tétu, lorsqu'un jeune vient à la BSPP et que ça se passe mal et qu'il retourne dans sa caserne, on en fait un anti-ambassadeur. Il va dire aux autres jeunes de sa caserne, écoutez, moi je suis à la BSPP, ça s'est pas bien passé, je suis rentré à Bouzy-le-Tétu. Donc on sait qu'on assèche pendant 3-4 ans. Je n'ai rien contre Bouzy-le-Tétu, mais on assèche pendant 3 ou 4 ans notre vivier de recrutement. Et après, je me fais engueuler par Nicolas. Donc ça, c'est un premier truc, c'est une première responsabilité du chef, de s'assurer qu'on ne véhicule pas une mauvaise image de l'institution. La deuxième chose, c'est qu'il y avait aussi un souci de rentabilité. Voilà, je l'ai dit, dispositif de recrutement très professionnel, dispositif de formation initiale hyper professionnel. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à rentabiliser ça et à faire en sorte que le jeune reste au moins 1 an, si ce n'est 5 ans, comme l'évoquait Nicolas, avec des contrats un peu plus longs. Et puis, là, je vais vous révéler un scoop, mais une petite approche personnelle. En fait, pendant les permissions de Noël de la première année de mon temps de commandement, j'ai appelé
tous les jeunes qui nous avaient quittés précipitamment. Je me suis fait éditer la liste avec les coordonnées téléphoniques de tous les gamins qui nous avaient quittés au bout de 4 mois et qui n'avaient pas transformé leur contrat, en tout cas de VDAT en EVAT, donc qui avaient fait juste une année chez nous et qui n'avaient pas transformé en 5 ans. Et alors, ils étaient assez surpris. Et j'ai eu des réactions assez dans certains cas, presque déprimantes. C'est-à-dire que j'avais des profils tout à fait idoines, des gamins qui avaient été jeunes sapeurs-pompiers, qui avaient été ensuite sapeurs-pompiers volontaires, qui avaient un bac pro métier de la sécurité, qui avaient tout ce qu'il fallait pour faire une carrière chez nous et qu'on avait déçus. Et il a fallu parfois aller un peu chercher ça, la cuillère à escargot, là, la fourchette à escargot, pour essayer de leur faire dire pourquoi ils avaient été déçus. Et j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'on avait parfois, on avait le fond, on savait faire, mais on n'avait parfois pas la forme, et en tout cas pas la forme adaptée à la jeune génération. Donc, vous l'avez évoqué, Laurie, on a mis en place un stage qui s'appelle le SIG-1. Alors, au-delà d'être un stage, c'est plutôt un système d'intégration. Donc, SIG-1, ça veut dire quoi? Ça veut dire système d'intégration du premier groupement. Et c'est en fait un truc à trois, enfin, ça se peut se décomposer en 3 points. Le premier point, c'est un parcours d'autonomisation différencié. C'est-à-dire que le jeune engagé, il suit son parcours de formation initiale et à la fin, on sait qu'il y a des endroits dans lesquels il est plus fort et des zones dans lesquelles il est moins fort. Bien, justement, on cible ces faiblesses-là et on les consolide pendant 15 jours en travaillant du drill ou de la pédagogie. C'est-à-dire que s'il est moins fort en sport dans la partie, par exemple, membre supérieur, il y a un moniteur de sport qui, sur la base de ses résultats, va lui faire un programme d'entraînement sur 6 mois pour qu'il puisse rattraper le niveau des autres sans se blesser, en ayant une progression, je vais utiliser enfin, pas un pléonasme, mais une répétition, une progression progressive. Voilà, parce que le gamin qui fait 4 mois d'instruction et qui arrive dans une caserne et on lui fait faire 30 cordes de bras seul le premier jour, vous pouvez vous imaginer qu'il peut avoir rapidement des tendinites. Et ensuite, c'est des factures pour une EO. Donc, il y a ce premier point-là, le parcours d'autonomisation différenciée, sur la base où on fait pas mal passer d'auto-évaluation. Et en fait, on a une génération qui est différente sans doute de la nôtre à pas mal de points de vue, mais qui est aussi une génération hyper intéressante avec une certaine capacité à s'auto-évaluer et à dire ouvertement qu'ils sont moins forts dans un domaine que dans un autre. Ensuite, le deuxième intérêt de ce stage, c'était d'y mettre un encadrement permanent et un encadrement tournant. Donc, un encadrement permanent, c'était un sous-officier supérieur qui a été chef de centre. Donc, il a commandé une caserne avec 80 pompiers. Donc, il connaît parfaitement les attendus et la vraie vie en caserne. Et donc, lui, il avait le recul nécessaire pour faire coïncider les besoins de l'institution et les aspirations du jeune engagé. Et en complément de cet encadrement permanent, un encadrement tournant. Donc là, je pense que je m'adresse à un public averti. En fait, c'était des volontaires pas trop volontaires. C'était surtout tous les punis. Tous les punis de mon unité pour des faits de bizutage, prise en main non pédagogique des jeunes, etc., ils ont constitué la liste des volontaires pour aller encadrer le SIG-1 pendant, alors ça dure 3 semaines. Et donc, en fait, l'objectif, c'était de former mes jeunes, de continuer la formation de mes jeunes, mais aussi de former mes jeunes gradés, de leur apprendre les vraies bases d'une pédagogie voilà, bien orientée, productive, etc. Et ça, pour le coup, ça a plutôt très bien marché. C'est-à-dire que tous les punis que j'ai envoyés là-bas ont été assez rapidement convaincus. Ils se sont transformés en ambassadeurs, ce qui fait qu'ensuite, je n'ai pas été obligé d'envoyer que des punis. Il y a aussi eu des volontaires. Et enfin, le troisième point, c'est que, un petit peu à l'image de ce que disait Nicolas pour les campagnes de recrutement, la formation initiale est très orientée métier. On apprend à dérouler des tuyaux, on apprend à monter à une échelle, on apprend à prendre en charge une victime, mais on n'apprenait pas à faire des pâtes pour 40 garçons le premier soir de votre arrivée. Et donc, ce système d'intégration se déroule dans une caserne, une vraie caserne, un peu vous voyez, comme la caserne témoin. Et en fait, le stage, enfin, les stagiaires en tout cas, participaient à la vie
de la caserne. Donc, le premier soir, au lieu d'appeler maman pour lui demander comment on fait des pâtes, parce que là, je peux vous raconter des sketchs assez intéressants, des pâtes à l'huile, des pâtes sans eau, des pâtes au lait, j'ai des recettes de pâtes assez exotiques. Et là, je vois bien encore le rôle de la maman dans nos structures familiales, très intéressant. Au lieu d'appeler maman, bah, il y avait un gradé qui le formait à la cuisine en collectivité, avec d'ailleurs tous les protocoles d'hygiène, le plan de maîtrise sanitaire pour éviter qu'on ait des toxines, infections collectives. Là. Et donc, vous voyez, là encore, j'ai essayé de préserver les fonds du Néo, à ne pas à éviter des remboursements Je vois que la générale hausse la tête. Voilà, ça doit vous parler, ça doit vous parler. Et donc, ce système d'intégration a été une expérimentation qui a été autorisée par le général commandant de la brigade et qui, au bout de 2 ans, a alors, voilà, bien sûr, je ne suis pas objectif, c'était un peu mon bébé et c'est mon bilan, donc je vais vous dire que c'est fantastique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les autres groupements de la BSPP ont été chaleureusement invités par le général à venir voir ce que l'on fait pour reproduire à peu près le même système chez eux. J'ai la volonté de croire que ça va s'ancrer et se consolider. Et j'espère que ce qui en restera, c'est notamment la partie autonomisation différenciée, pour que chaque jeune puisse développer un parcours sans être dans la formation de masse. Voilà, un truc un peu plus ciblé. J'étais très long. Colonel, merci beaucoup. Effectivement, autant de bons procédés qu'on peut mettre aussi en place dans nos institutions, tous à notre niveau, et on voit quand même la force du collectif, hein, toujours bien présente. Alors maintenant, on va terminer les premiers échanges, la première partie. Je vois qu'il y a des questions, notamment une personne qui lève la main depuis un petit moment. Alors, comme c'est des pseudos, Monsieur Rich. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Eh bien, super. Bah, je me présente. Moi, je suis Richard. Je suis adjudant dans l'armée de terre. Je présente mes respects au colonel et le bonjour à toutes et à tous. Et je suis moniteur top dans l'armée de terre depuis maintenant 3 ans. Et je vous remercie déjà d'avoir proposé cette réunion. On retrouve beaucoup de propos très justes de la part des deux colonels présents. Hein. Je vois vraiment avec toute transparence ce qui se passe au sein de nos armées. Et on a expérimenté, voilà, je me permets de vous exprimer ce qu'on a expérimenté depuis quelques temps, pendant le confinement en fait. Hein. C'est la mise en place de séances stop à titre préventif pour tous nos soldats, en tout cas 3 unités d'infanterie et de cavalerie avant les départs en OPEX, avec une formation initiale hein, qui est connue dans nos armées. Et pendant que ces soldats étaient en OPEX, on a en parallèle, avec l'initiative de l'épouse de mon chef de corps, en fait, simplement, proposer des séances en visio, pareil, de top, mais aussi de coaching, tournées vers la psychologie positive, au profit des épouses. Voilà, donc on a proposé ça pendant leur OPEX, hein, donc sur une durée de 4 mois, pour des soldats qui étaient au Mali et au Liban. Et voilà, j'écoute bien l'effet curatif et le remboursement de la part de UNEO sur les séances psy. Hein, je trouve ça formidable. Et vraiment, c'est une belle initiative. Et on se demandait avec mon camarade Monitor Top aussi, hein, si on n'avait pas un effort à faire justement de la part de la mutuelle. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir justement des séances remboursées dans ces disciplines qui traitent un petit peu du psyché, qui traitent un petit peu du bien-être, qui donnent un petit peu des outils à nos soldats sur la gestion de leur stress, sur leur motivation, sur aussi un peu la communication, comment je communique avec mes chefs et avec mes subordonnés, comment je gère mon sommeil. Hein, le colonel Bailly en a très bien parlé, hein, les siestes. Voilà, on voit ça un petit peu d'un mauvais œil, mais on sait que ça a des impacts hein, sur la performance et sur aussi l'état de stress et d'anxiété de nos camarades. Donc voilà, à partir de là, on a fait le bilan par rapport à l'ensemble des retours positifs. Hein, on a aussi formé les pompiers du SDIS de Troyes et de Reims au mois de janvier. Et ces retours très positifs et ces demandes de compléments d'informations nous ont poussé à développer un peu le concept
et à prendre part à cette réunion aujourd'hui, voilà, juste pour parler de cette initiative qui a été un petit peu, poussée par la volonté des soldats et les retours positifs qu'on a eus. Voilà. Merci beaucoup, adjudant, pour votre témoignage. Effectivement, on est dessus. Ce sont des sujets qu'on aborde au quotidien, que les équipes de prévention abordent au quotidien. Uneo est très présent. On soutient beaucoup de moniteurs top qui, notamment au sein de la gendarmerie, généralisent aussi ces pratiques. Donc, c'est des sujets prioritaires pour nous. Alors, c'est peut-être pas l'heure d'en parler là, tout de suite, dans nos échanges, puisque le temps file. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on s'entretienne ensemble par la suite. Et oui, bien sûr, voilà. Voilà. C'est juste pour vous faire part de cette initiative. Très bien. Je avec plaisir. serais ravie de pouvoir échanger avec vous, voilà, et d'en savoir plus. Et merci pour ces échanges très justes qu'on a suivis depuis le début. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Je vois une question d'Anton Kamp adressée au colonel Fouillou. En OPEX, ils ne viennent pas pour le confort, ils viennent pour quoi? Ont-ils besoin de comprendre pourquoi ils sont sur place, au-delà de participer à la défense de l'avant, qui peut sembler un peu abstrait? Est-ce qu'un point est abordé par les recruteurs des CIRFA sur le sujet? Alors, la réponse est simple, comme disait Philippe, il l'a pas forcément formulé comme ça, mais on fait bien un métier quand on sait pourquoi on le fait, quoi. Donc en fait, en OPEX, c'est pareil. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tous un cerveau, ils sont capables de croiser les informations, de fact-checker, comme on dit. Et donc, il est important de leur dire pourquoi ils font une mission. Donc, quand je dis qu'ils n'y vont pas pour le confort parce qu'ils savent, parce qu'on leur a expliqué ou que leurs anciens leur ont expliqué qu'en opération, globalement, ils auront, à de rares exceptions, pas les mêmes conditions de vie qu'en métropole. Quoique certaines vigies sentinelles prouvent que même en métropole, on peut avoir des conditions déplorables. Mais bon, parenthèse. Donc nos soldats, quand ils vont en opération, on leur explique pourquoi ils y vont. Ça, c'est le rôle de leur cadre de contact. Et comme on disait tout à l'heure, la force de l'armée de terre, c'est que nos soldats, ils sont suivis individuellement. Et que le lieutenant, quand il part en opération, il explique à sa section pourquoi ils partent. Le capitaine a fait pareil et le chef de corps a fait pareil. Donc aujourd'hui, on n'a pas de soldats qui partent en opération extérieure sans savoir pourquoi ils y sont. Voilà. Donc on leur dit la vérité, ils sont capables de l'entendre, parce qu'il faut aussi qu'ils informent leur famille. Hein, le cercle familial, on en revient à ça. Un engagement, il est bien vécu s'il est partagé. Donc c'est pour ça que dans les campagnes de recrutement, dans l'information qu'on délivre, et vous le voyez sur notre site s'engager.fr, on a différentes populations. On s'adresse aux jeunes en priorité, mais on s'adresse aussi aux parents, aux proches et aux encadrants, aux professeurs, aux gens de Pôle emploi. Ces gens-là, ils doivent avoir aussi un niveau d'information pour comprendre et conseiller aussi le jeune, qu'on appelle les prescripteurs. Ils ont un rôle non négligeable. Donc aujourd'hui, et pour répondre plus précisément à la question, nos conseillers en recrutement, ils répondent à toutes les questions sur la nature des différentes missions, des différents engagements que les jeunes vont vivre. On a aussi, depuis maintenant plus d'un an, bientôt 2 ans, 2 plateformes d'ambassadeurs. On en revient à la notion d'ambassadeur dont parlait Philippe. Les ambassadeurs, nous, on a 2 plateformes sur lesquelles les jeunes peuvent poser des questions par écrit. Et on a une plateforme qui est ouverte plus récemment où là, on propose des visioconférences. Donc, les jeunes peuvent poser des questions sur les métiers. Au départ, du coup, c'est quand même pour se renseigner sur les métiers de l'armée de terre, mais aussi sur tous les côtés de vie de soldat, les côtés les plus anecdotiques. Voilà. Donc, je vous invite à y faire un tour, vous verrez. Ces plateformes sont accessibles depuis notre site s'engager.fr. Il y a 2 types de plateformes. Et il y a tout un listing de questions qui ont déjà eu des réponses, bien sûr. Et puis, n'importe qui, parent ou jeune, peut poser ces questions. Voilà. Donc, je pense avoir répondu sur le degré d'information qu'on doit à nos soldats.
Alors, nous, on a identifié depuis plusieurs années que nous accompagnons les managers et en particulier dans le secteur de l'assurance et des mutuelles, qu'on les accompagne sur ces sujets, effectivement, de maintenir l'engagement, la motivation. Et on a quelques leviers qui sont ceux que je vous propose de vous présenter. Tout d'abord, en entreprise, il faut tenir compte de l'évolution du management, puisque le management a énormément évolué depuis quelques décennies. On était dans un management, on va dire, voilà, tayloriste. Alors attendez, parce que j'aimerais pouvoir reprendre la main sur le déroulement, revenir en arrière. Voilà. Alors, oh là là, voilà. Donc, notre thème, c'est éveiller le désir et l'engagement de l'équipe. C'est comme ça qu'on appelle cette capacité du manager à maintenir, à mobiliser ses équipes. Et puis voilà, bon, donc ça va être le thème de cette petite présentation. Donc, pour nous, il y a plusieurs leviers. Je vais commencer par un premier levier qui est de pratiquer un management collaboratif, et ça sous-entend, vous allez le voir, établir des diagnostics collectifs sur l'état d'esprit, les ressentis et la motivation. Alors, comme je vous le disais, le management a énormément évolué depuis cette époque un peu tayloriste où on était vraiment descendant et chacun restait à sa place. Ensuite, on a évolué vers un management plus participatif avec l'arrivée des modes projet où on travaille de façon plus transversale, plus décloisonnée et le manager se positionne davantage dans une posture de coach. Puis, on arrive maintenant à un management de plus en plus collaboratif, qui est notre génération 35-45 à peu près, qui aime le collaboratif et où le manager se positionne davantage comme un facilitateur il met comme vous le voyez, il est au centre et il aide, son principal talent est de faire émerger l'intelligence collective. Et puis enfin, on a un nouveau management basé un peu sur les réseaux sociaux qu'on appelle ce management impulseur avec beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité, d'intelligence collective et que certains connaissent sous le nom d'entreprise libérée, mais on va dire qu'on n'en est pas encore là. Et déjà, si on arrive à bien travailler ce management collaboratif, je pense qu'on tient une des clés de la motivation. Alors attendez, je me suis peut-être un peu trompée là. Voilà, alors ce management collaboratif, il pourrait se résumer en 6 capacités pour le manager, on va dire 6 compétences. C'est d'amener son collectif à comprendre ensemble, à réfléchir ensemble, à résoudre des problèmes collectivement, à créer une vision commune. Vous avez bien le sens de ce qu'est que l'objectif commun, bien sûr. Éveiller ce désir, c'est-à-dire par des actions effectivement d'accompagnement du progrès et de l'autonomie du collaborateur. Et en fait, la résultante de tout ça est un bon climat social. Voilà, alors j'ai entendu que la QVT… attendez, alors je suis à chaque fois en train de faire une bêtise. Voilà, Alors, ces 6 capacités, c'est celles qu'on a explorées dans ce parcours qu'on a, avec lequel on a accompagné l'ensemble des managers UNEO. Et en effet, on les a accompagnés dans le développement de ces 6 capacités que vous avez vues dans ces 6 alvéoles. Et ça se résume par une posture managériale, qui est cette posture du manager facilitateur. Alors, je sais que peut-être dans votre secteur, ça va vous paraître complètement fou, mais l'idée, c'est effectivement de descendre de son piédestal hiérarchique, de considérer que l'intelligence et les idées et solutions ne viennent pas que du haut, d'accepter de ne pas tout savoir et que sa valeur et son efficacité, bien sûr, reposent sur sa capacité à faire co-construire, à faire parler plutôt que parler, à permettre de la mobilité physique, des interactions, etc. Et bien sûr, des débats, des sondages, des forums ouverts pour que le collaborateur ne soit non plus simplement motivé, mais auto-motivé. C'est-à-dire que de lui-même, il se sent écouté, fier de travailler là, que son travail a du sens, que ses retours sont pris en compte, et c'est ça qui est stimulant, évidemment, pour lui. Donc, c'est sur ce travail de posture managériale que nous avons beaucoup travaillé avec les managers UNEO. Et ça passe par quelques outils également. Il faut faire exprimer les ressentis. C'est une excellente façon de ne pas les inhiber, de ne pas les transformer en stress, voire en burn-out, bien sûr, mais de les mettre à plat lors de tours de table pendant les réunions, pour démarrer les réunions. Quelle est ma météo du jour? Et on peut aller plus loin, puisque
avec les managers UNEO, on a régulièrement, à chaque retrouvaille, fait un tour de table sur sa météo du jour, mais aussi une fierté, une réussite, une satisfaction, car ça nourrit l'estime de soi et c'est très important de partager les réussites avec le collectif. On demande des retours d'expérience, des échanges de pratiques, on laisse exprimer les difficultés et évidemment, il faut avoir le temps, mais on est là aussi pour aider à résoudre ces difficultés, échanger ses pratiques, faire du co-développement par exemple, etc. On a un autre outil qui nous permet de venir recueillir les ressentis et travailler précisément sur, alors ça ne remplace pas le psy, mais on peut faire des tours de table en disant, par exemple, sur le fonctionnement de notre équipe, telle qu'elle fonctionne actuellement, ou sur la période du confinement, ou sur l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui m'a mis en joie, convenu, irrité, angoissé, stressé. Et à partir de là, eh bien, évidemment, on travaille sur les irritants. On ne met jamais la poussière sous le tapis, au contraire. Ça, voilà, cet outil s'appelle donc le diagnostic émotionnel et il permet d'interroger évidemment sur les thèmes qui nous réunissent, le crescendo émotionnel des participants. On a un autre outil pour aller sonder la motivation qui est tout simplement un entretien de motivation qui consiste à aller chercher les leviers de motivation des collaborateurs pour mieux les connaître, mieux les comprendre et évidemment mieux voir ce qui les gêne, quels sont leurs freins et comment on peut les aider à les lever par de l'accompagnement évidemment managérial. C'est important aussi de bien connaître ses collaborateurs pour bien les accompagner, pour voir ce qui les motive. Et on avait mis au point cette petite grille car on s'aperçoit qu'on ne connaît pas toujours si bien ses collaborateurs. Et c'est intéressant de savoir d'où ils viennent, quels sont leurs projets, quels sont leurs points forts, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est un petit outil personnel du manager qui l'alimente au fur et à mesure et qui lui permet de voir comment il peut agir avec certains. Vous l'avez longuement cité depuis ce matin, effectivement, un autre de nos leviers. Donc, on a vu tout ce qui était posture collaborative, accompagnement collaboratif, outils de diagnostic partagé pour donner de la vision et du sens, mais évidemment la reconnaissance qui n'est pas forcément salariale dans les entreprises, c'est-à-dire elle est moins cruciale au niveau managérial, on va dire, mais c'est la reconnaissance humaine qui est importante et on va évidemment très rapidement le décliner juste après. Par exemple, moi, un exercice que je fais avec les managers en coaching ou en formation, c'est souvenez-vous d'un manager que vous avez particulièrement apprécié, qui vous a motivé dans votre carrière, quelles étaient ses principales qualités, compétences pour apporter cette motivation. Et très vite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de qualités humaines qui ressortent que de compétences techniques et tout ce qui est diplôme est important bien sûr, tout ce qui est parcours, expérience, ancienneté est beaucoup moins, sont beaucoup moins les valeurs qui comptent aujourd'hui, même si elles sont évidemment en toile de fond. Et ce qui compte, ce qu'on me répond en général, c'est humanisme, nous protège, reconnaissance, écoute, bienveillance, défend nos points de vue, etc., etc. Et on s'aperçoit qu'en effet, c'est cette posture de manager accompagnateur qui emporte le plus l'adhésion et que les managers ont le plus envie de modéliser dans leur propre management parce que ça a marché sur eux. Évidemment, les signes de reconnaissance qui sont la nourriture psychologique, évidemment, de tout être humain. Ce sont des unités d'attention qui contribuent à la motivation. Il faut donc en donner, savoir s'en donner soi-même, les accepter, les refuser, pourquoi pas les demander. Et certains n'hésitent pas à les extorquer, car on met beaucoup d'énergie en fait dans ce qu'on fait pour obtenir de la reconnaissance, parce que ça correspond à des besoins psychologiques qui sont aussi importants que nos besoins physiologiques. Et on le voit ici dans la pyramide de Maslow, puisqu'ils agissent sur l'accomplissement de soi et le besoin d'estime. Alors, je vais aller encore un peu vite. Ils sont de 6 sortes, ces signes de reconnaissance, mais je
je peux vous envoyer le PowerPoint puisque je préfère avancer. Qu'est-ce qu'on a encore comme levier de motivation en entreprise, en dehors de cette posture managériale collaborative, en dehors de cette façon de donner des signes de reconnaissance? C'est de fixer des objectifs qui soient mobilisants, écologiques, stimulants. Et effectivement, le système, donner le cap et fixer des objectifs, eh bien, ça crée de l'émulation. C'est par rapport, évidemment, ils sont déclinés par rapport à l'objectif commun, ils sont cohérents par rapport à la possibilité de l'entreprise. Ils sont éventuellement liés à un système de variables, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est un engagement individuel d'atteindre une cible précise dans une période donnée, et ça, c'est mobilisateur également. On fixe des objectifs SMART, c'est-à-dire écologiques, bons pour soi, bons pour l'environnement, spécifique, mesurable, ambitieux et réaliste et réalisable et défini dans le temps. Voilà à quoi contribuent les objectifs dans la motivation des personnes. Et on peut mettre en place tout un tas d'actions, de formation, d'auto-formation, mettre les gens en binôme, mettre peut-être les plus anciens en tutorat, faire de l'accompagnement managérial, du training, du coaching, etc. Et bien sûr, de la délégation, qui est évidemment notre dernier levier. Je vais très vite. Le dernier levier qui fonctionne dans les entreprises, c'est la délégation, parce qu'évidemment, elle favorise l'autonomie, elle permet au manager de mieux gérer son temps, de faire face à une surcharge de travail, bien sûr, surtout de développer les compétences des collaborateurs qu'il aura identifiés, les faire grandir, augmenter le sens des responsabilités et de l'autonomie, développer la motivation pour la nouveauté, la tâche, renforcer la confiance et la solidarité dans l'équipe, sécuriser l'activité, bien sûr, pour ne pas être le seul à savoir faire quelque chose, favoriser les mobilités et élever le niveau de jeu, comme on dit chez Uneo. Voilà, donc en conclusion, un objectif stimule, puisque la contrainte est une pression positive, elle rend imaginatif et créatif. La coopération aide au progrès du groupe. On évite les fausses contraintes qu'on se crée nous-mêmes, les oui mais, les je n'aurai pas le temps, etc. On a aussi la reconnaissance et la délégation qui sont des puissants leviers de motivation et bien sûr donner du sens à l'action, au dépassement de soi et au délai qui déclenche les changements. Donc, pour conclure, j'aurais envie quand même de vous entendre et de me dire quelles sont parmi ces actions qu'on a balayées très rapidement, qu'on met en place en entreprise, quelles sont celles qui vous paraissent déclinables dans votre environnement à vous? Est-ce que c'est pratiquer un management collaboratif, Ego versus Ego OS? Est-ce que c'est faire des diagnostics partagés, donner des signes de reconnaissance, fixer des objectifs, déléguer et bien sûr tout ce qu'on sait sur organiser la coopération, les projets transverses, les groupes de travail, des binômes et évidemment tous les rituels de convivialité qui créent des repères extrêmement importants et qui sont en soi une source de motivation, puisque parfois, les collaborateurs nous disent « ma source de motivation, c'est tout simplement de retrouver mes collègues tous les matins ». Voilà. Donc, j'ai terminé et je sais que vous êtes nombreux, mais ça me ferait très plaisir de savoir. Alors, moi, je ne maîtrise pas l'outil Kahoot pour vous faire voter en quiz rapide, mais est-ce que ce sont des actions qui vous parlent, que vous pratiquez déjà ou dont certaines vous sembleraient intéressantes à décliner? Alors, c'est le moment d'intervenir. La dernière petite intervention, justement, est-ce que vous souhaitez nous faire part un petit peu de vos expériences? Général Barrault, quel type de management vous mettez en place au sein de Solidarité Défense? Nous, c'est un peu particulier, parce qu'une association, ça repose sur des bénévoles, des adhérents bénévoles. Donc là, la motivation est très différente de celle d'un salarié. Alors, on va retrouver forcément la volonté de trouver du sens, très important. Mais ça va être un peu compensé par la volonté de trouver dans l'association, enfin, je vais parler un peu cash, une certaine estime de soi. Donc, il y a
un apport d'ego ou une recherche d'ego chez les égaux, là, pour le coup, qui est un peu quelquefois, enfin, il faut le prendre en compte, quoi, hein. Donc, Vous avez tout à fait raison, général. Le bénévolat, c'est jamais totalement gratuit. On vient chercher de la reconnaissance, bien sûr, et donc c'est ça le moteur, hein. ouais. Et voilà. Donc, il faut vraiment il faut essayer d'avoir un management un peu collaboratif. Il faut être très conscient des susceptibilités. Mhm. On fait du déminage, souvent. Oui. D'ailleurs, tout ce qui est faire émerger les ressentis, que ce soit par les humeurs du jour, les fiertés, les réussites, les portraits émotionnels, tout ça, effectivement, c'est destiné à faire exprimer les ressentis. Et c'est peut-être ce qu'on néglige le plus parfois quand on est surchargé. Oui. Voilà, mais sinon, j'ai retrouvé un peu dans ce que vous avez dit tout ce qu'on peut essayer de mettre en pratique, ou du moins on le sait, enfin d'expérience on le sait, ça doit fonctionner comme ça. Après, la théorie est facile et l'art est difficile, hein. Absolument. Maintenant, j'ai eu pas mal d'anciens militaires dans les groupes de managers chez Uneo, et on a fait souvent des parallèles entre ce qu'on appelait le commandement et le management, et on s'aperçoit que dès lors qu'il y a des objectifs communs et des valeurs humaines partagées, on a de la cohésion. Merci beaucoup, Anna. Général, vous souhaitez intervenir? Je voudrais peut-être dire quelque chose. Tout d'abord, je pense qu'on est à la fin de ces matinales et je voudrais vraiment remercier nos 3 intervenants pour leurs témoignages qui sont très sincères et pour lesquels je pense que tout le monde a trouvé de l'intérêt à entendre ce qui s'est dit. Donc, en fait, si on a bien compris, dans l'armée terre, plus de rêves, mais un engagement en toute connaissance de cause. Vraiment, les témoignages sont poignants, en particulier pour la BSPP, hein, qui sont parfaitement conscients qu'ils n'ont pas affaire qu'à des surhommes ou à des surfemmes, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de femmes dans ce domaine-là, mais réellement, on sent bien qu'il y a besoin d'un soutien psychologique ou d'un soutien du commandement important auprès de ces hommes, et que c'est un vrai engagement d'être dans ces équipes-là. La disponibilité opérationnelle me semble essentielle et je pense que tout concourt à ce que ce soit le commandement, que ce soit les mutuelles, que ce soit tout ça, ça permet de libérer en quelque sorte le militaire pour la mission et de penser à autre chose. Alors on a évoqué effectivement, mais il faudra peut-être Laurie revenir dessus, sur toutes les médecines parallèles à la médecine douce. Voilà, que ce soit les séances top, que ce soit les psychologues, que ce soit d'autres médecines parallèles. Tout ça, ça a un intérêt effectivement dans ce bien-être des militaires et des nouveaux engagés, de façon à les rendre un petit peu plus fidèles, ce qui me semble difficile. On a vu les leviers de motivation sont nombreux, le tout c'est de les adapter à chaque personne et que le caractère de chacun fait beaucoup dans ce domaine-là. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en petite conclusion, mais surtout remercier les témoignages qui ont été faits et qui sont particulièrement importants. Laurie, je vous laisse le mot de la fin. Juste merci encore, et puis on se retrouve très vite en physique pour les prochaines matinales de l'engagement d'ici la rentrée, le mois d'octobre, je pense. Voilà, je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. À très vite, et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, merci encore. Merci, au revoir. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.